Rebonjour à tous. Donc, je me suis vu confier la mission de modérer, animer cette table ronde des fondateurs, puisque je n'appartiens pas à cette génération des fondateurs, je suis l'autre, on va dire la deuxième génération, qui n'est pas représentée aujourd'hui d'ailleurs. C'est vrai, t'es la seule, hein. Ouais. Beaucoup, hein, Nina, je crois pas. La bande de filles. Oui, c'est vrai. Comment les avez appelés? J'ai pas voulu le dire tout à l'heure, mais tu peux le dire. Dans ces moments de conflit, tu nous avais donné un surnom. Lequel? Les Valkyries. Bon, c'est pas le sujet de discussion de cette table ronde. Ce que je voulais vous proposer pour commencer, c'était peut-être de faire un tour de table pour que vous vous présentiez. Je me disais que vous pouviez dire qui vous êtes, ce que vous faisiez au moment d'intégrer la revue. Donc, bien sûr, vous étiez en thèse, mais peut-être à quel stade, est-ce que c'était tout début de votre thèse ou pas? Rapidement, sur quoi vous travaillez, et peut-être aujourd'hui où vous êtes, parce que ça éclaire aussi un peu les discussions qu'on a eues ce matin, du fait que presque plus aucun d'entre nous n'est ici. Voilà, donc... Alors moi, je suis Sandra Lemeilleur, j'étais à l'époque doctorante en sciences de l'information et de la communication. J'ai fait ma thèse sur, pour le dire simplement, sur l'intime dans les réseaux sociaux. Comment et pourquoi est-ce que nous donnons des éléments de notre vie intime sur Internet. Voilà, et c'était ma deuxième année de thèse, donc j'étais dans le foisonnement, donc c'était chouette. Et après j'ai eu une très belle charge de cours ici en culture de l'actualité, et qui s'est soldée par un recrutement, et je n'ai pas été recrutée sur le poste, c'est quelqu'un d'autre qui a été recruté, qui n'est pas spécialiste de cette question. Donc c'est ce que disait Isabelle au début, c'est-à-dire que quand on est dans le comité de rédaction de la revue, on est plein de belles idées, dans une belle ferveur, tout ça, et on n'est pas désabusé. Moi je fais partie des désabusés aujourd'hui. Mais je puise dans le souvenir de cette expérience toujours un plaisir immense. Et c'était l'expérience d'une communauté d'idées, d'une communauté aussi d'amis. Donc ça a forgé des amitiés très très fortes. Et pourtant nous sommes d'horizons très différents et de même issus de milieux sociaux extrêmement différents, ce qui fait quand même une richesse incontestable dans une vie. Au-delà de la déception de l'université, qui finalement c'est pas le plus important, le plus important c'est ce qui reste de tout ça, après dans notre vie intérieure. Oui, comment répondre après ça? Non, donc Jeffrey Swartwood, j'étais doctorant moniteur à l'époque, et je pense que j'étais connu en fait sans doute d'abord dans le contexte des contestations. Oui, en même temps. Je n'ai jamais contesté, moi. Jamais de la vie, oui. Ah, ouais, et, oui, avec Timothée et tout ça au début. Ah, oui, c'est vrai. Oui, donc j'étais au début contesteur. Puis dans la conversation, puis tu m'as invité à venir rejoindre cette belle aventure. Donc j'ai fait ma thèse sur les constructions identitaires et la circulation des idées en Californie coloniale. Fin 18e jusqu'au début du 20e. Après, je suis parti, j'avais l'idée de partir pendant 1 an à Polytechnique. J'ai été recruté sur un support de poste d'1 an et après titularisé. Donc j'ai resté 8 ans dans le Nord. Avant, très heureusement, d'être recruté à nouveau ici à Bordeaux-Montaigne cette année, sur un poste de MCF en Syrie américaine. Donc, un très très grand plaisir d'être de retour et éventuellement de rouvrir la discussion sur une participation. Parce que c'est vrai et ça on va revenir là-dessus, mais à distance, c'est très très compliqué. En fait, de rester associé. Je continue à mener quelques ateliers avec au doctorat, avec grand plaisir, mais une présence régulière, quand on est hors site, c'est vraiment hyper compliqué.
Donc maintenant, on peut rediscuter des possibilités On ne discute de collaboration. pas, Voilà. Donc ce serait avec grand plaisir, mais c'est vrai que pour la continuité des choses, c'est parfois très très compliqué. Mais ouais, vraiment. Un minimum, excusez-moi, on a introduit un minimum de chronologie, c'était 2010, hein, 2011, non, pardon, 2011. 2011, juin 2011, les Juin premiers 2011. Oui. J'ai fait des fouilles archéologiques. Je suis aussi un peu archéologue. Ouais, donc tu as trouvé donc, des traces, donc c'était effectivement. Oui, j'ai même les premiers mots de Bertrand que je citerai tout à l'heure. je tease un peu. Et donc c'était donc juin 2011, c'est ça? 2011. Ouais, donc oui, première année de thèse pour moi. Tout à fait. Super. Ouais, donc Bertrand Guest, je suis assoiffé et ému, très ému en fait. En fait, depuis tout à l'heure, je trouve que je disais à la pause à Sandro que on retrouve l'ambiance de ce moment de naissance en fait. C'est comme si 10 ans après, le côté électrique de l'atmosphère, le côté oral de l'échange, le côté agora, une certaine liberté de ton sont encore là et ça fait plaisir en fait. Moi je me disais tout à l'heure, mais la revue est vivante quoi. Il y a aussi beaucoup de revues qui sont un peu moins vivantes, disons. Et donc, pour plus factuellement, donc, aujourd'hui, moi, je suis à Angers, à l'université d'Angers, où je suis maître de conférence en littérature comparée. Et ici, au moment où la revue a commencé, donc en juin 2011, moi, dans ma tête, c'était 2012. Donc, en fait, c'est un 10e anniversaire qui est un anniversaire de 12 ans, si je comprends bien. Et je faisais ma thèse ici avec Jean-Paul Angélibert sur l'écologie au 19e siècle, l'écologie littéraire au 19e siècle, disons. Et la revue a été une expérience. C'est pas seulement qu'on a fondé une revue, je pense que c'est la revue qui nous a fondé, voilà. Facile. Valéria Villa-Pérez, donc à l'époque de la fondation de la revue, j'étais en 2e année de thèse, donc 2011, oui, c'est ça. Et en écoutant Bertrand, le mot qui m'était venu à l'esprit en vous écoutant, vous, ceux qui ont pris la relève, était effervescence. Tu as parlé d'ambiance électrique, mais il y avait une véritable effervescence parce que on s'était retrouvés, vous vous rappelez, le bureau du bâtiment D, le premier rendez-vous avec Omar Fertat. Donc on était tous là autour d'une table pour le premier numéro qui était papier, donc il n'y avait pas encore voilà, celui-là. Et avec ce projet fou de doctorant avec enseignants-chercheurs confirmés qui nous a vraiment portés tous, je pense, et toutes. Et donc, entre-temps, donc, j'ai fini ma thèse, j'ai été recrutée comme maître de conférence à Saint-Étienne. Et j'y suis depuis 8 ans maintenant à Saint-Étienne. Et j'avais fait une thèse ici en études italiennes, sous la direction de Sandro Landi et une chercheuse linguiste italienne à l'Université de Bologne. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle François Trahé. Donc à l'époque de la fondation de la revue, je commençais une thèse sur les collectionneurs d'art conceptuel. J'ai intégré la revue un peu par hasard, par un heureux hasard, en rencontrant Sandra Lemeyer. À l'époque, on travaillait dans le même lycée, mais on ne se parlait pas beaucoup. Et un jour, alors pour l'anecdote, un jour, ça se fait plus aujourd'hui, mais pour l'acquisition, l'achat des billets de la saison d'opéra, il y avait toujours des files d'attente interminables, et puis j'ai vu au loin un visage qui m'était familier. Donc je ne m'en vante pas, mais on l'a peut-être tous fait une fois, ça m'a permis de gagner 2 heures de queue. Cette rencontre, qui est basée sur un mauvais fondement, c'est terminé des heures plus tard autour d'une bouteille de Prosecco, je pense. Et Sandra m'a invité à intégrer le groupe interdisciplinaire de l'école doctorale qui était en pleine création, fabrication de cette revue. Et c'est un peu comme ça, par hasard, que j'ai intégré la revue. Et donc je vais essayer d'être, de pas trop en dire, on aura beaucoup de choses à dire, mais mon parcours dans la revue, après quelques années au sein du comité de rédaction, s'est conclu par une présentation en 2016 à la librairie Mola,
laquelle Sandro était présente. Enfin, j'ai un peu la liste, mais on en reparlera probablement parce que c'est un aspect aussi très important dans la diffusion de la revue, de trouver des distributeurs qui ne soient pas seulement dans le cercle universitaire ou dans les bibliothèques universitaires de France et à l'étranger. Alors, je pense que, en revanche, chez Mola, ce sera plus possible parce que j'avais fait, en quelque sorte, alors vous allez vous dire que j'ai aucune morale parce que j'ai aussi, à cette occasion-là, omis de dire que la revue n'était pas payante. C'était, en tout cas, je ne sais pas si elle est au bout. Non, c'est pas payant, c'est pas possible. Voilà, donc je me suis retrouvé à la fin de notre présentation chez Mola, les libraires me demandant, bon, alors pour la distribuer, combien on peut la vendre, etc. Et puis, quand ils ont appris que c'était une distribution gratuite, ils étaient très déçus, forcément. Parce que, comme ils le disent très bien, pour eux, l'important n'est pas que l'on lise des livres. Je ne parle pas de Mola en particulier, j'ai aucune. Mais enfin, l'important n'est pas de lire des livres, mais de les vendre. Donc, n'oublions pas ça. Mais c'était quand même important de passer par des réseaux, en tout cas par des librairies, pour toucher un public qui n'est pas uniquement celui de l'université. Voilà. Et actuellement, moi maintenant, je travaille, j'enseigne les arts plastiques et l'histoire des arts à la Maison des Enfants à Bordeaux. Merci. Bonjour à tous, donc moi je suis Magali Fourniot, je me suis imposée par moi. Donc moi à l'époque de la revue, j'étais en milieu de thèse, j'ai commencé ma thèse en 2009, et je travaillais sur le conte à visée morale et philosophique au XVIIIe siècle. Et à l'époque, moi j'étais à plein temps dans le secondaire, en collège, et je menais ma thèse en même temps. Et pour moi, en fait, l'école doctorale et la revue, donc j'en profite de cette occasion, je suis très très émue aussi, très très contente de vous revoir tous, parce que pour moi ça a été fondateur, en fait, ce qu'on a expérimenté collectivement. Parce qu'effectivement, ça a été dit, mais le travail de thèse est quand même un travail très solitaire, et le fait de se sentir porté, en fait, le mot qui me vient depuis tout à l'heure, c'est transmission, à la fois transmission de génération, mais transmission au sens moteur du terme, en fait, parce que on est nourri de pensées, de méthodologie. Clairement, toutes les discussions, les concepts qui ont été travaillés en fait dans le cadre de la revue et de l'école doctorale ont nourri moi mon travail de thèse. Ça a été très 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 formateur. Même si je regrette de ne pas avoir pu m'investir dans la revue autant que je l'aurais souhaité. Donc voilà. Et maintenant, je suis maître de conférence à l'INSPE à Bordeaux. Depuis 2017, en littérature et enseignement de littérature. Non, nous on passe. Bon, on n'a pas beaucoup changé, nous. Hein. Peut-être les prochaines questions. Voilà. Oui. On a aussi 2 personnes qui ne sont pas là, mais qui ont beaucoup contribué. Plus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce qu'on peut les nommer? Peut-être. Ouais. Attendez, on va dans le site. Parce que quand même, il faut rappeler qu'au début, c'est Sandro t'en parlait avec Brice Chamelot Desmatins, qui est prof à Manon Paris 8, et qui Brice après nous a un peu tous raconté le projet. Faut quand même dire ça, voilà. Voilà, c'est ça les noms. Voilà, Fabien, donc, qui est pas là, mais qui a beaucoup participé quand il a eu son temps où il pouvait investir plus la revue, tu en as parlé tout à l'heure, Sandro. Et Anne-Laure Briand, qui nous salue tous et qui salue tout le monde et tout ça, qui aurait aimé être là, mais elle a eu un bébé, et qui est maintenant travaille dans la médiation culturelle à Sousse et dans la Drôme. Après Valéria, et voilà, et c'est bon. Voilà. Il y avait des omissions par rapport à cette liste? Non, c'est bon. Tout le monde y est. Vraiment les fondateurs. Alors justement, on va peut-être repartir parce qu'on va rebrasser beaucoup des choses qui ont déjà été dites ce matin, mais on va peut-être essayer de les regarder uniquement sur ces premières années, là, ce temps de la genèse un peu.
Il y a quelques éléments qui ont déjà été dits. Alors moi, je connais pas en fait le début de l'histoire. Donc apparemment, c'est toi qui es à l'origine de l'idée. Donc j'aimerais bien que vous, ensemble, que vous essayiez de retracer un petit peu ces premiers temps. Tu parles de premiers échanges mails. Voilà, comment, qui vous a mis ensemble, qui a fait. Alors, est-ce que Brice Chameau a joué ce rôle? Comment vous vous êtes trouvés en fait? C'est un peu ma première question. Comment le groupe s'est constitué et comment l'idée a émergé au départ? Ouais. Oui, c'est vrai, bonne idée. Je pense qu'il y a un truc qui a déjà été dit et qui est important pour comprendre effectivement la sociabilité de la revue au moment de sa fondation. C'était les groupes interdisciplinaires des doctorants, GID, et puis les séminaires interdisciplinaires doctorants. Parce que tout à l'heure, beaucoup de choses avaient été dites sur les journées d'études ou les colloques qui peuvent se transformer en numéros, etc. En fait, c'était pas des journées d'études et des colloques au départ, c'était plutôt une espèce de processus. De temps long, adossé à des séminaires, à l'offre de formation de l'école doctorale en fait. Et c'était ça les lieux de sociabilité. Je me souviens d'une anecdote, c'est Anne-Laure justement, Anne-Laure Aubriand qui avait dit, avec la candeur qu'on lui connaît, qu'on apprécie, c'est quelqu'un de parfois qui dit un truc tout simple, qui fait des clics quoi. Elle a dit on peut peut-être s'échanger nos numéros. C'est pas le tout d'avoir une formation là ensemble, mais en fait du coup, qu'est-ce qu'on fait jusqu'à la prochaine formation en tant que groupe? Il y a eu comme ça un peu un échange amical, informel. Je dirais, c'était pas non plus policé. Voilà, c'était pas policé pour moi. C'était une histoire d'amitié, mais sans copinage. C'est-à-dire que, comme on parlait tout à l'heure des échanges qui pouvaient être parfois violents par rapport à ce peut-être. Mais je crois qu'il ne marche pas. Je vais faire semblante. Ah si, il marche. Attends, je le distribue là-bas. C'est bon, ça marche. Oui. Donc, ce que je disais, c'est qu'à la fois, c'est peut-être une histoire d'amitié, mais ça fait un peu, vieux vétéran d'aller sur ce terrain comme ça, mais sans copinage, et c'est important de le souligner parce que justement, ce qui a été dit plusieurs fois, c'est qu'il y avait des échanges assez violents dans ce souci d'exigence et d'avoir un niveau comme ça, d'être au niveau des ambitions que nous nous étions fixées. Et je crois que ça assainissait aussi ce travail de groupe. Et tout à l'heure, là, lorsque j'étais dans le public et que je voulais souligner l'aspect collectif de cette légitimité, c'est que d'une part, évidemment, cet aspect un petit peu, cet aspect mosaïque du collectif que nous composions nous permettait de revoir sans cesse nos présupposés méthodologiques. Ça a fait de nous évidemment un comité de rédaction, mais aussi un comité de lecteurs. Et on peut se réjouir d'avoir eu accès comme ça et d'en être encore aujourd'hui assez coutumier, d'être des lecteurs d'ouvrages ou d'articles, de disciplines qui nous sont a priori complètement étrangères. Notamment, pour parler d'histoire de l'art, il y a des concepts que j'ai pu comme ça extraire d'autres sciences humaines et qui ont été extrêmement bénéfiques à mon parcours de la suite. Et voilà, oui, Jeffrey. Je vais essayer de faire ça rapidement, mais quand on a parlé tout à l'heure de l'interdisciplinarité et cette notion de défédération, c'est quand tu as dit que tu as regardé les mails et tout ça, un peu un travail d'archéologue, et en fait finalement pour moi, toute cette période quand je réfléchis, tout est mélangé. Il y avait une effervescence et une vie communautaire presque, et vraiment c'est une expérience assez exceptionnelle, et surtout au fil des années en parlant avec des doctorants un peu partout en France et à l'étranger, c'était des années absolument sublimes. Où vraiment, on a fait une journée d'études avec l'AREA, j'étais sur le conseil scientifique en tant que représentant doctoral, on a fait des faux soutenances ou des avant-soutenances avec toi pour se préparer en fait. À mon avis, tout se faisait tellement naturellement que la participation au sein de la comité était juste une extension de la vie quotidienne de mes études doctorales. Et vraiment, je peux vous remercier évidemment tous les deux et tous qui sont présents parce que c'était une période qui est tellement atypique finalement et tellement exceptionnelle, et je pense que c'est bien, tu vois, sans se dire ah oui, qu'est-ce qu'on est formidable, qu'est-ce que vous êtes formidable, vous êtes évidemment, mais c'est quand même une expérience qui n'est pas typique chez les doctorants,
dans le paysage universitaire français, absolument pas. Donc pour moi, tout était mélangé, mais c'est vrai que c'était hyper collégial, hyper amical, et vraiment ces questions disciplinaires ne faisaient pas partie, tu vois. Or, le fait qu'on avait quelque chose à apporter, des sources, des textes, des perspectives différentes, mais à part ça, c'était vraiment pas cloisonné. Et ça a été formateur vraiment dans mon abord par rapport à ma recherche. Après, pour mon enseignement, c'était certainement très très formateur. Et vraiment de ma place entre guillemets dans la vie académique, tout a été forgé pour moi à ce moment-là. C'était absolument extraordinaire. Je voulais ajouter aussi, je pense qu'il y avait une vraie imbrication entre toutes ces activités scientifiques qu'on pouvait avoir ensemble. Donc, vous avez mentionné les CID. Ensuite, je me rappelle aussi des ateliers de lecture, vous vous rappelez, avec Sambo, et de François Rodichon. Et puis d'autres manifestations comme peut-être pour nous, première journée des doctorants, qui a sur le thème des pouvoirs et quoi. Le pouvoir. C'était le pouvoir. Le pouvoir. On ne peut pas aller chercher très loin. C'était nous le contre-pouvoir, c'était nous. Qui a donné lieu à ce numéro varia, le premier, qui contient quelques contributions de cette journée, et puis d'autres contributions qu'on avait pu réunir. Mais en fait, certains d'entre nous étaient doctorants contractuels, donc on peut imaginer qu'on avait beaucoup de temps à consacrer, mais d'autres ne l'étaient pas. Donc enseigner dans le secondaire, Magali, toi aussi, voilà, Sandra, et on arrivait quand même à dégager du temps pour pratiquer cette interdisciplinarité, parce que on était tous dans moi-même sciences du langage, donc tous dans des disciplines complètement différentes, et on l'a pratiqué parce qu'on discutait, on a organisé avec le séminaire interdisciplinaire. Donc je pense que cette confiance qu'on nous a donnée nous a permis de prendre confiance en nous aussi, et d'être mieux armés pour la suite. Donc j'ai aussi de magnifiques souvenirs de cette expérience à l'Université Bordeaux-Montaigne. Oui, c'est un vrai travail d'anamnèse, en fait. C'est difficile de revenir au moment initial. Isabelle m'a attribué la paternité ou la maternité, donc oui, je te remercie. Je ne sais pas exactement, mais je crois qu'effectivement c'était. Au début, j'ai l'image d'une table dans l'amphi 700, et on était, je pense qu'il y avait Anne-Laure, il y avait François, il y avait probablement Bertrand, et c'était une table qui était déjà programmée. On avait reçu en quelque sorte un héritage. C'était une table où tous les doctorants devaient s'exprimer autour d'une notion. C'était la notion de terrain à l'époque. Et je me souviens, c'était assez déroutant, parce que terrain, qu'est-ce que ça veut dire terrain, donc dans mon père en géographe, mais qu'est-ce que c'est le terrain donc pour un historien, qu'est-ce qu'un terrain donc pour un littéraire. Et j'avais trouvé effectivement cet exercice, cette acrobatie en fait un peu stimulant, je trouvais. Donc justement, c'était une première pratique donc de l'interdisciplinarité autour de cette table et grand public. Donc c'est une sorte de performance oratoire. Je trouvais assez risqué mais intéressant. Ça c'était, disons, d'un point de vue pratique, je pense que c'est un peu la genèse de ça. Après, donc, quand on a pris le pouvoir à l'école doctorale, Isabelle et moi, et c'est vrai qu'on se retrouvait avec un outil extraordinaire, parce que les écoles doctorales à l'époque, c'était un moment de naissance, je ne vais pas faire l'historique, mais disons, cette école doctorale-là avait connu une fusion, et donc c'était une école doctorale unique, et donc une école doctorale qui comptait à l'époque 800 doctorants. 800 doctorants, on est compte, c'est énorme, quoi. La plus grande école doctorale quantitativement donc, de France. Donc on avait un énorme potentiel de ce point de vue qui était sous-exploité parce que, si vous voulez, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas grand-chose. En gros, il y avait quelque chose, mais c'était, disons, à l'état naissant, tout ça. Il y avait des horizons, donc évidemment, Dominique Rabaté, qui est vraiment un peu l'origine un peu de cette, d'un point de vue du programme scientifique de l'école, avait déjà mis en place, mais pas, disons, structuré. Donc on se retrouve avec cet outil, et, comment dire, d'un point de vue, comment dire, de nos perspectives aristotéliciennes, il y a la forme et la matière. Donc nous, on avait la forme, mais on a trouvé de la bonne matière, quoi. Et la matière qu'on a trouvée était extrêmement riche. On s'est rendu compte de ça. Dans les échanges, il suffisait donc de communiquer, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin réel, donc, de dépasser les cloisons qui sont encore plus fortes, paradoxalement, dans des universités où les cloisons n'ont aucun sens.
parce qu'on est tous connectés quand on est donc en sciences humaines. Quel est le sens de cloison entre littéraire et historien, ou entre philosophe et historien? J'en sais rien, c'est aucun sens. Justement, ça renvoie à des modèles disciplinaires du 19e, qui ont leur histoire, qui ont fait leur histoire, et qui n'ont aucun sens aujourd'hui, qui sont totalement dépassés, et qui ont une histoire française aussi. Moi, je ne viens pas de ce pays. J'ai une autre formation, en partie italienne, en partie européenne. Donc, j'ai vu autre chose. Je m'étais formé notamment je me suis formé à l'Institut universitaire européen de Florence, qui est une institution de la Commission européenne, où on était tous mélangés. Donc, il y avait, à l'époque, donc c'était la chute du mur de Berlin, donc on était beaucoup moins qu'aujourd'hui, et l'Europe était plus petite. Mais elle était confrontée à toute nation, en fait, des doctorants qui venaient partout, avec des cultures doctorales différentes, et on était obligés, en quelque sorte, d'aller fréquenter des séminaires. Moi, j'étais en histoire, mais j'étais obligé d'aller voir un séminaire en Sciences Po, donc en économie et en droit. Et c'est comme ça, par ailleurs, que je connais ma femme. Et je suis en France. Ça, c'est comment dire, c'est unintended consequences, non? C'est les conséquences inattendues, donc parfois des études doctorales. On se retrouve là, on ne sait pas exactement. Moi, je pouvais me retrouver en Allemagne, je ne sais pas, donc peut-être. Mais bon, je me retrouve là parce que justement, j'ai croyé à l'époque à l'interdisciplinarité et à ce aspect concret, et ça s'est traduit justement en maillage indo-européen. Et donc, je suis là pour ça aussi. Donc, j'appartiens un peu à cette génération. L'idée, c'était un peu ça, quoi, de transporter dans cette université française une expérience totalement halogène. Et j'ai trouvé Isabelle qui était d'accord avec moi, c'était extraordinaire. C'était un truc incroyable. Comment c'est possible que quelqu'un qui a fait un parcours typiquement français, normalienne, régé, ben justement, voilà, tu vas me dire. Mais voilà, c'était cette rencontre-là aussi qui a permis. Et puis la revue, ça s'est presque imposé, parce qu'en fait, c'était, d'abord essai, parce que c'est très simple, c'était vraiment notre, c'était le chiffre, non, c'était notre identifiant, Montaigne, quoi, rien de plus simple. Et c'était des essais qu'on voulait, on voulait s'essayer, quoi. On voulait essayer et se mettre en épreuve. Ça, c'était quelque chose d'essentiel. Pas des trucs forcément finis, mais qui avaient un sens. Même si c'était, pas totalement achevé. Je dirais qu'on a beaucoup insisté sur le non achevé, sur la richesse qui n'est pas achevée, ce qui n'est pas achevé. Et ça, c'était un truc. Et puis donc, l'idée d'un journal, donc d'un magazine, donc quelque chose, s'était imposé parce qu'on pensait qu'il y avait un espace d'écriture nécessaire et un espace aussi pour divulguer des productions intellectuelles de jeunes chercheurs, quelque chose qui s'est imposé tout de suite. Il n'y avait pas vraiment de modèle. Il n'y avait pas de modèle, et donc on a inventé quelque chose. Voilà. Oui, on a inventé quelque chose. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Voilà. Je résumais peut-être. J'ajouterais, oui, c'est vrai, comme beaucoup de projets, ça repose aussi sur des rencontres. Vous l'avez dit en ce qui vous concerne, ça a été vrai pour nous aussi. Mais je pense que moi, mon origine de normalienne explique aussi le goût pour la pluridisciplinarité, parce que j'étais dans les écoles normales, elles sont pluridisciplinaires, oui, contrairement aux universités. Et moi, j'étais dans une école normale où scientifique et littéraire, j'ai aussi rencontré mon mari. Se mêler comme vous l'avez fait, c'est-à-dire c'était pas du tout institutionnalisé, mais c'était dans les pratiques. Et ce que je veux dire aussi, c'est que cette richesse, c'est une richesse qui ne met en péril aucune spécialisation. Enfin, on est plus riche de ce qu'on sait faire quand on se confronte à d'autres expériences. Donc, mais au début, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je me substitue une seconde à Nina, mais au début, on avait une grande résistance, je ne sais pas si les collègues, Laurent Coste ici présent s'en souviennent, une grande résistance des directeurs de recherche qui redoutaient que leurs doctorants se diluent dans la pluridisciplinarité. Et au début, on avait du mal à faire venir un certain nombre de disciplines qu'on nommera pas. Et puis ça, c'est du passé. Mais alors, voilà, ça n'a pas été toujours idyllique, ce que je voulais dire. C'est toujours très riche. Et puis aussi, j'ajouterais, mais ce sera peut-être pour la suite, que cette expérience assez singulière d'horizontalité et d'échange, de mon point de vue, elle n'a rien changé à l'institution. Ça, c'est peut-être un autre aspect des choses pour la suite. Mais peut-être, ce qu'on peut dire peut-être, ce qui a changé, c'est qu'on a maintenant des anciens donc, qui sont actuellement ils sont en poste. Et l'espoir, c'est qu'ils transmettent effectivement des valeurs qu'on a cultivées ici. Je pense que c'est quelque chose qui est agissant quand même. Voilà. Peut-être un espoir. Il faut toujours être
dans l'espoir. Magali, pose-toi. Pardon, merci. Oui, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, Isabelle, sur la question du temps. Parce qu'effectivement, moi, je me rappelle que du tiraillement, parce qu'on se dit, déjà, la thèse, ça prend beaucoup de temps, en plus, bon. Et que si on rajoute un engagement à côté, sur cette question, comme si finalement le temps était comptable et que si on donnait du temps en fait à un endroit, on le perdait ailleurs. Et en fait maintenant avec le recul, je me dis au contraire, c'est du temps de gagner en fait, parce que le temps intellectuel en fait, il se compte pas, il se numérise pas, au contraire, il se comptabilise pas comme ça en fait. Ce n'est pas du gain de perte, c'est quelque chose de plus complexe. Et au contraire, justement, on gagne du temps parce que voilà, parce qu'on est plus efficace et que on a eu plus d'idées et qu'après il y a de l'énergie en fait qui vient. Oui, à titre d'exemple, je vois que dans les formations pour les jeunes doctorants aujourd'hui, il y a une sorte de formation en matière de feuilles de style. Je pense que faire une bonne feuille de style et être extrêmement pointilleux, voire même parfait sur ce que c'est une feuille de style, moi je l'ai appris à la revue Essai. Entre autres. Je dois parler, c'est ça? Non, je me dis quelque chose pour le début. Mais c'est bien si on a des questions de Nina, je pense. Non, mais vas-y. On a des questions de Nina aussi. Ouais. Sur l'héritage de Montaigne, parce que je voulais juste rebondir sur la question de l'essai. On peut parler de ça et ensuite on peut parler donc de ce choix du format de l'essai, alors qui est bien sûr justement un héritage de Montaigne assez évident. Mais au-delà de ça, c'est un choix, il me semble quand même assez fort, qui a été fait et qui va peut-être un petit peu à l'encontre des normes scientifiques à l'œuvre à l'université. Donc ça, j'aurais bien aimé que vous expliquiez un petit peu et justement de qui ça vient, est-ce que vous étiez d'accord, est-ce qu'il y a eu des débats, voilà, comment... alors, parce que le titre, peut-être, c'était une évidence, je sais pas, mais après, de mettre ça aussi en forme dans le format même de la revue, alors, qui n'a pas forcément toujours été respecté, je pense. C'est-à-dire que tous les articles publiés dans la revue, en tout cas à mon époque, n'étaient pas des essais, et qu'on a eu aussi des articles scientifiques beaucoup plus... conventionnel, on va dire. Mais c'est revenu à travers certains numéros, certains articles, etc. Donc peut-être discuter ça, de cette notion de pourquoi ce choix en particulier, au-delà de l'héritage un petit peu évident. Oui, du coup, oui, mais comme j'avais lu, en fait, moi, j'ai cherché pour me remettre dans l'ambiance électrique et effervescente qu'on a connue. Je me suis dit, tiens, je vais regarder les vieux mails. Moi, je garde toujours mes vieux mails. Je suis en sciences de l'infocom, donc je garde tout numériquement, tout ça. Et j'ai retrouvé le premier compte rendu en juin 2011. Et Bertrand avait écrit ceci. Il proposait, après notre rencontre, un texte pour définir ce que serait la revue Essai. Et il dit, c'est une mise à l'épreuve critique et un tiré disciplinaire. On mettait encore des tirés à l'époque parce qu'on est vieux, nous. Maintenant, on met plus les tirés. Un disciplinaire, et c'est important de le dire, un disciplinaire, et de paroles et d'objets issus du champ des arts, des lettres, des langues et des SHS, communauté plurilingue. La revue est animée aussi bien par l'héritage de Montaigne que d'Adorno lorsqu'il distingue l'essai du traité, le fragmentaire inachevé, et je m'arrête là. Et ça m'a fait beaucoup de bien de le relire, parce que je crois que, on va en parler d'interdisciplinarité, mais je crois qu'on était tous très indisciplinés, on l'est toujours un petit peu encore, et je crois que c'est quand même très très bien d'être toujours très indiscipliné, et c'est l'indiscipline qui fait qu'on est dans l'essai, parce que si on est même dans l'interdisciplinarité, on est quand même, il y a toujours du disciplinaire, je veux dire. Et à l'heure aujourd'hui où quand même il y a un resserrement sur les disciplines et sur moins d'interdisciplinarité dans le monde universitaire, c'est pas moi qui le dis, c'est Cornu, j'ai lu ça, parce que maintenant comme je sais lire des trucs d'historien, je lis aussi des trucs comme ça, qui a écrit ça en 2023, et je crois que vraiment cette forme de l'essai, elle est aussi qu'on essayait tous de s'indiscipliner pour un petit peu apprendre, par exemple, moi j'ai appris beaucoup des méthodologies d'historiens,
je suis pas du tout historienne, mais j'ai appris par exemple pour faire l'histoire d'un concept, le concept d'intime, j'ai appris ça de mes camarades historiens. Et je me suis essayée à faire cette histoire du concept avec une méthodologie d'historien. Sans ça, je n'aurais pas été aussi pertinente sur cette question, sur le concept même d'intime. Vous voyez, par exemple. Donc, pour moi, essai, ça avait cette connotation à l'époque. Peut-être un petit mot. Merci beaucoup pour m'avoir rendu ces choses-là dont je ne me souvenais pas forcément, mais je pense que ce qui nous tenait à tous à cœur, je rebondis un peu sur cette histoire d'indiscipline, c'était d'inventer un truc dans une case non prédéfinie d'avance. Moi, un des trucs qui m'a marqué, alors en plus on est quelques-uns, Sandra, Jeffrey, on a hacké un entretien aussi. Enfin, il faut peut-être rappeler aussi un petit peu ce qu'a signifié cette indiscipline pratico-pratique qui consistait à forcer des portes. On a forcé des portes. Il y a eu ici un colloque autour de Judith Butler qui était récompensé d'un doctorat honoris causa. Je crois que c'était en 2011. 2012. Et ce colloque, on a demandé très tardivement aux organisateurs et organisatrices de ce colloque si un temps d'échange avec Judith Butler pourrait avoir lieu pour la revue, qui alors n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui et qui n'était pas forcément aussi reconnue pour tout le monde. Et on nous a dit gentiment, oui, bien sûr, et puis en fait, cette demande n'est pas remontée. Et on s'est retrouvés physiquement avec un dictaphone, tel le reporter poil à gratter moyen, à trouver le resto du colloque, à dire, bah là, ils en sont au dessert, donc on va hacker cet entretien. Et je ne défends pas, quand même. Il y avait un côté bricolo au départ, pirate. Et elle a aimé ça, et elle nous a, dit, en court-circuitant plus ou moins l'organisation du colloque qui était millimétrée, elle a dit, j'ai quoi, une demi-heure, si je rate mon dessert, je vous la donne. Et on y va. On va dans un café et on enregistre. C'était chouette, quoi. Brice, c'est Judith. Voilà. fallait s'autoriser. Ouais. Absolument. Oui, c'est question d'autorité. Et nous, elle était là, Judith Butler, comme ça. Elle ne va pas manger son dessert, on va pouvoir faire notre interview. Parce que c'était un souvenir. Ça, c'était dans le cadre de la rubrique rencontre. Ouais. Voilà. Parce qu'il y avait eu tout un débat aussi. Quelles sont les rubriques de cette revue? Et alors, encore une fois, il y a un entrelacement entre ce qui se faisait dans les formations de l'école doctorale et ce qui est aussi un reflet de la revue, parce que la rubrique Horizon venait des horizons de la recherche. Donc, le premier dans le Varia, c'était le cas. Rencontre, c'était un entretien aussi. Puis il y avait la rubrique, on va dire, monographique. Ouais. Et on a eu des traductions. Non, ça n'a pas au début, et les traductions, ça n'a pas... Ouais. Et un chercheur... Oui, on s'est essayé. Et un chercheur, un livre, c'était les comptes rendus. Les comptes rendus de lecture. Donc ça aussi, c'était assez intéressant, parce que les comptes rendus... on a quand même assez nourri la recherche. Et l'entretien dont tu parles était là? Non, pas au marge. Narration dans Marge de l'humain. Marge de l'humain. Et donc, on avait eu toute cette discussion sur les rubriques. Donc, en effet, après, on n'avait plus la rubrique même dans le deuxième numéro sous la traduction. On avait... Mais qui pourrait revenir. Oui, qui pourrait revenir. Je crois que ça, justement, c'est un appel aussi intéressant qu'on puisse faire revenir certaines choses, parce qu'au début, justement, il y avait... D'abord, il y avait le Varia. Donc, le Varia, c'est une unicum, parce qu'il n'y a pas eu donc de deux Varia dans notre histoire, ce qui est dommage, parce qu'effectivement, on aurait le matériel, on parlait tout à l'heure donc, des articles en souffrance, mais il y en a, et on pourrait tout à fait donc, mettre en œuvre donc, un Varia. Pour la prochaine fois, par exemple, il faut absolument qu'on y réfléchisse. Et puis, effectivement, il y avait une rubrique de traduction, à laquelle notamment Isabelle, donc, qui est doctologue, donc, entre autres, donc, est très attachée. Et on avait aussi inauguré une idée donc, de recension, en fait, de compte rendu critique, parce qu'on estimait que c'était un bon laboratoire quoi, donc, pour construire l'esprit critique, notamment sur des publications qui n'avaient aucune chance d'être publiées, traduites en France. Quoi. Donc, dans des trucs sur lesquels on était spécialistes, donc, dans notre domaine disciplinaire.
quand on est thésard, donc on maîtrise donc des bibliographies qui n'ont aucune chance d'être traduites en français. Et on sait bien ce qui n'est pas traduit n'a aucun sens, souvent, donc on n'a pas d'espace, ne rentre pas dans le débat. Mais c'était une manière pour faire rentrer dans le débat, justement, des productions étrangères, notamment, et spécialistes. Ça, c'était quelque chose dans lequel on était très attaché. Malheureusement, je pense qu'on a laissé un peu et voilà, on n'a pas été suffisamment rigoureux sur ça. On revient souvent, mais voilà, un appel, par exemple, qu'on pourrait faire, je m'adresse au comité actuel, c'est vraiment, justement, c'est le compte-rendu comme exercice critique et exercice de divulgation scientifique. C'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose qu'on vraiment, c'est pas des grosses, c'est combien, 10 000 signes, même pas, hein, donc je me souviens plus ce qu'on avait donné comme signe, tu te souviens, Lina, peut-être, mais c'est des productions relativement synthétiques, et je trouve que ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on pourrait adresser à toute la communauté, ici, Bordeaux-Montaigne, par exemple, et pour dire, voilà, on a besoin de recensions, et voilà, ça coûte pas cher, et vous êtes les seuls à être probablement spécialistes, les seuls spécialistes sur quelque chose ici, dans ce domaine. Et ça, c'est important. Pour revenir sur l'essai, tout simplement, brièvement, je pense qu'effectivement, Adorno est fondamental. C'est-à-dire que le texte d'Adorno, donc sur l'essai comme forme, hein, c'est un texte matriciel de mon point de vue, qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, parce qu'il y avait notamment une opposition entre Montaigne et Descartes. J'ai toujours considéré que Montaigne est nettement supérieur à Descartes, et les défaits donc, du descartisme, on les voit, donc les méfaits du descartisme, on les voit tous les jours en fait. Et j'ai trouvé que Montaigne représentait un état intérieur de raisonnement qui s'épanouissait justement à travers une forme d'écriture qui était celle des l'essai, et pas de la dissertation, en gros, pour être brutal. En quelque sorte, je trouvais qu'il y avait une richesse, justement une richesse d'un inachevé, quoi, et qui est en partie qui renvoie à l'oralité du texte, en partie, non, quelque chose que on ne peut pas vraiment dire, hein, mais qui est dans le texte quand même, et qui est souvent sous-entendu, et qui ne passe pas par une forme ABC à 1, 2, 3 soleil, d'accord, c'est beaucoup plus complexe. Donc, et ça, je trouve que c'était un peu la forme de l'essai. Parce que l'essai, donc, il a une forme sinueuse, non? Il englobe parfois des trucs, il en exclut d'autres. C'est très arbitraire, l'essai. Ça va par c'est question du flair, donc voilà. Mais il attrape des trucs. Il attrape des trucs que, par exemple, la forme de dissertation ne peut pas attraper. Et l'essai, d'un point de vue épistémologique, est beaucoup plus proche du travail du chercheur. Parce que justement, on est tout le temps confronté à des sinuosités, des trucs qui ne marchent pas, à des choses qui nous mènent nulle part, à des cul-de-sac. Et ça, c'est quelque chose que l'essai représente beaucoup plus que la forme scolaire de la dissertation. Alors, ce que je dis, c'est très scolaire, parce que associer Montaigne, on peut l'associer à la dissertation, à l'essai, évidemment, je ne sais pas si... Descartes, on peut l'associer, mais bon, ça c'est notre problème, si vous voulez. Mais je trouvais que l'idée c'était ça, en fait, de revenir à des formes d'écriture qui n'étaient pas, donc, dans lesquelles n'était pas tout dit, quoi. Qu'il y avait un non-dit dans cette écriture. Et ça c'était essentiel. Je crois que dans l'écriture scientifique, quelle qu'elle soit, elle est réussie quand elle ne dit pas tout, quoi. Mais qu'elle laisse la place pour l'imagination. Moi, je me permets de prendre le micro ici, parce que je me souviens du nom de ce directeur des presses de Harvard que j'ai pas cité tout à l'heure, qui était Lindsay Waters, et qui, justement, mettait en garde contre une forme de formatage de l'esprit, liée à certaines revues prédominantes, et vous savez, c'était une époque où il fallait classer les revues, certaines disciplines ont refusé, etc., et on s'était dit à l'époque que l'essai, justement, était une façon d'affirmer que la pensée n'allait pas forcément prendre la forme communément admise du temps, donc ça participe aussi de ce moment de l'histoire de la recherche et de son devenir dans les publications, hein, puisque ce que montrait cet essai de Lindsay Waters, c'est que les revues, avec leurs attentes très spécifiques, très formatées, avaient tué par exemple les livres que les bibliothèques américaines n'achetaient plus parce que tout l'argent allait à l'abonnement aux revues qu'on ne lisait plus. Il suffisait de dire on a publié dans telle revue pour être reconnu, donc il y avait quelque chose d'un peu effrayant. Voilà, c'était aussi l'époque où on contestait cette façon de diffuser le savoir. Merci. Juste pour continuer un tout petit peu là-dessus, moi en y réfléchissant à cette notion d'essai, là, j'avais bien compris cette question-là plutôt de la forme, de l'écriture, d'essayer
d'exprimer ce côté progressif, ce work in progress qu'est la recherche et ce côté perpétuel en fait de quelque chose qui s'arrête jamais quoi. Mais en y pensant à ce terme, je me disais que dans l'essai, on pouvait aussi entendre quelque chose de plus le caractère subjectif aussi de ce type de texte. Ça peut même aller plus loin. L'essai, ça peut aussi traduire des opinions, parfois personnelles, voire aussi du militantisme. Ça peut être ça aussi l'essai, ça peut être une prise de position. Est-ce qu'il y avait cette idée-là au départ? C'est ça un peu ma question. Parce qu'on a eu des numéros qui étaient porteurs de choses comme ça, peut-être moins dans la deuxième... Aujourd'hui, je ne sais pas, mais dans... je pense auquel, celui dirigé par Bertrand, où on avait eu beaucoup de discussions sur l'avant-propos, et qui justement tenait peut-être un peu de ça, où il y avait des prises de position. Je me souviens de celui-là, mais je pense qu'il y en a eu au moins un autre comme ça. Donc je sais pas si tout doit être concentré sur la question de l'essai en tant que tel, mais je trouvais ça intéressant de rebondir là-dessus, sur cette question de quelle place on fait à une forme de subjectivité par rapport à l'écriture scientifique, et à une forme de positionnement qui parfois peut être politique ou pour moi l'essai pouvait aussi être ça. Alors, est-ce que Bertrand tu peux répondre? Oui, je peux dire quelques mots. En effet, je me souviens des discussions en l'occurrence et elles étaient nourrissantes et en même temps on avait effectivement le besoin de faire un positionnement, c'est vrai. Alors pour nous en fait il n'a jamais été dans le numéro 13, donc Écologie et Humanité, qu'on avait co-dirigé avec Nestor Ngoné Loué, qui est maître de conférence aujourd'hui à Libreville au Gabon, et Fabien Colombo, on n'avait pas anticipé une telle discussion avec autant de force sur le caractère éventuellement risqué de la subjectivité en sciences, etc. On avait été un peu, pour le dire franchement, un peu interloqué par on avait pensé que l'avant-propos était blindé d'une certaine façon par les références qu'on se donnait nous, c'est-à-dire celles d'un champ en construction. C'était ça aussi. Ce qu'on trouvait bizarre, c'est d'avoir à justifier quelque chose qui était un positionnement un peu pionnier, qui consistait à dire la littérature, la traduction, la philosophie ont leur mot à dire, devraient avoir leur mot à dire dans un champ qui est structuré par les données factuelles, les datas, les sciences de l'environnement de la Terre, les sciences du système Terre, une espèce de verrouillage par les sciences dures dans lequel il était de toute façon un peu nécessaire de créer une place qui n'était pas là. Et c'est pour ça qu'on a un article de quelqu'un à qui on ne peut plus demander d'article aujourd'hui, qui est Baptiste Morisot, qui écrit des livres, et ces livres, ils sont des moments de subjectivité, en même temps dont personne ne conteste la scientificité. Et du coup, il y a une espèce de moment où certaines choses, en science, au pluriel, ne peuvent probablement se dire qu'avec un pas qui consiste à dire, maintenant il s'agit de faire une place à des catégories qui ne sont pas prépensées par l'épistémologie en vigueur, disons. C'est mal dit peut-être, mais quelques mots sur essai de ce point de vue-là. En fait, c'est pas du tout, effectivement, comme ça a été dit depuis ce matin, une référence gratuite que celle de Montaigne. On pourrait dire Montaigne et la Boétie. Hein. Oui. J'attire aussi notre attention sur le fait que les titres des numéros, ils sont doubles, souvent. Et ça, pour nous, c'était une manière de dire quelle tension on installe, dans quelle tension on s'installe pour un numéro donné. Écologie et humanité, narration et lien social. Voilà. Et c'était important ça. Ce côté subjectivité certes, mais dialoguer, etc. Voilà, je sais pas si... Peut-être qu'on peut... Sauter. C'est bon. C'est bon là. Ouais, il faut lui donner quelques secondes. Je me disais qu'on pouvait repartir. Tu as commencé, Sandra, déjà en fait en lisant le petit texte qui, je pense, est une première ébauche de ce qui est devenu l'édito en fait. Donc de parler de l'édito parce qu'en fait dans l'édito il y a toute la substantifique moelle, je pense, de ce qu'est aujourd'hui la revue, et c'est un bon moyen finalement de parler de la genèse, de partir de ce texte. Donc voilà, j'aimerais bien
collégialement que vous me racontiez un petit peu l'écriture de ce texte, comment ça s'est fait. Donc est-ce que Bertrand, tu es à l'origine des premières lignes et qu'ensuite vous avez fait ce même travail de réécriture collective? Je pense que le premier jet, c'était vraiment un peu plus de... Le premier jet, c'est Bertrand. Ouais. Alors, en fait, c'est pas pour diminuer mon mérite, mais en fait, ma thèse portait sur l'essayisme. Donc, pour moi, les étoiles étaient alignées, quoi. La revue se fonde à un moment où je suis en deuxième année de thèse et que j'ai commencé à bien blinder la notion même d'essayisme. J'étais très exalté avec cette histoire de découvrir cette forme libre, par opposition, tu l'as dit, au traité. Voilà. Et du coup, moi, je baignais dedans. C'était facile pour moi de proposer des choses qui ont en fait collectivement donné lieu à la rédaction de cet avant-propos. Les termes qui me reviennent, là, c'est marqueterie mal jointe, par exemple. Tout vient de Montaigne. Herbes inutiles. On peut le voir peut-être. Mais tout ça était assez, convenait assez bien à l'esprit des discussions qu'on avait. Quoi. Ah bon, si, il y a, je crois. Oui, c'est ça. C'était ça. Mais bon, j'ai oublié. Non. C'est un peignant le monde, c'est ça. Ah oui, je ne peins pas l'être, mais le passage. C'est Adorno aussi. Voilà, j'aurais bien aimé que vous commentiez cette première ligne, je m'étais dit. Je sais pas, moi j'ai commencé, mais... Oui, bah vas-y Bertrand. Vas-y. Non, mais je vais pas faire une explication de nos textes, mais... Ah bon, pourquoi Ça me prendrait trop de temps, mais ouais, moi, je trouvais que les références montaigniennes, elles étaient importantes pour dire comment... peut-être pour rebondir, ça me fait penser à ce que tu as dit Sandro à l'instant sur l'oralité. Ça me paraît important dans cet édito que c'est à la fois très écrit bien sûr, mais ça peut-être la volonté montaignienne qu'on a voulu hériter, c'est un truc de garder à l'expression écrite sa spontanéité, le fait de coller à l'objet qu'elle veut dire sans s'en séparer, sans le surplomber, sans en faire un objet de laboratoire en fait. L'essayisme, c'est l'anti-laboratoire. En fait, dès que je fais un cheminement de connaissance où je cherche à dire quelque chose sur une vérité, je suis immédiatement moi-même l'objet. Et ça, c'est quand même... c'est essayer. Enfin, pour moi, c'était ça l'objet. J'ai peut-être une question... Amicalement. Oui. Souligner amicalement. Ouais, c'est vrai. Oui. Dialogue, enquête, texte, amicalement et expérimentalement. Non, en fait, je voulais juste rebondir tout de suite sur ce que tu étais en train de dire, Bertrand. Ça m'interrogeait beaucoup. Je me demandais si tu considères aujourd'hui que ces principes de départ, finalement, on a réussi à les conserver ou pas. Parce que tu vois, je repense à, par exemple, ces temps de travail qu'on a passé sur les avant-propos, mais des heures parfois, parce que parfois ça nous a pris 5-6 séances sur le même avant-propos. Donc, combien d'heures on a passé comme ça? Et finalement, cette spontanéité, s'il y a 15 heures de travail collectif passé dessus, elle est qu'est-ce qu'elle est, cette spontanéité de l'écriture? Je pose la question à tout le monde. En fait, c'est vrai qu'il y a des fois c'était pénible, réellement. Mais comment dire, moi j'aime bien un vieux livre de Boudon là sur raison, bonne raison, où il explique. Je fais pas le truc de tout le monde connaît Boudon, non, je vais vous expliquer ce qu'il raconte. En fait, très simplement, il dit que on doit chercher quand quelqu'un oppose par exemple un point de vue. Il faut chercher les bonnes raisons qu'il a d'avoir ce point de vue ou les bonnes raisons qu'il a de faire ce qu'il fait. On n'est pas là pour dire, en tant que chercheur, on n'est pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Beaucoup de chercheurs font ça, disent ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais il faudrait éviter quand même, c'est ce que dit Boudon, il faudrait chercher les bonnes raisons qu'ont les gens de faire ce qu'ils font et donc s'intéresser à la hiérarchie de facteurs. Et en fait, quand on est confronté à ces temps de comités de rédaction pénibles sur les avant-propos qu'on a tous vécu, en fait, c'était ça qui se passait. C'est qu'on a interrogé les bonnes raisons de chacun de penser ce qu'il pense à ce moment-là. Et se confronter à ça, c'est quelque part, c'est un peu méta ce que je dis par rapport à la pensée de Boudon, c'est-à-dire que dans ce temps-là, on expérimentait vraiment, mais dans nos chairs même, je pense, et dans nos subjectivités, ce que ça nous faisait ressentir de nos propres bonnes raisons de penser ce que nous avions à penser.
sur tel sujet. Et donc c'est au-delà de l'indiscipline ou de l'interdiscipline, parce que ça va jusqu'à, effectivement, nous aussi, nous faire traverser un passage de l'un à l'autre dans nos subjectivités pour connaître les bonnes raisons que chacun a de penser ce qu'il pense, sans jugement de valeur. Et c'est pour ça que c'était difficile en vrai, parce que on interrogeait à chaque fois, on disait mais tu dis ça, mais tu veux dire quoi? Mais c'est pénible parce que ça demande un effort d'aller chercher et de chercher à comprendre les bonnes raisons qu'a l'autre dans sa discipline, dans sa perspective disciplinaire et subjective, c'est-à-dire ce qu'il en fait de sa discipline, pour nous transmettre quelque chose. Donc c'était ça et cette pénibilité, elle est créatrice de nos subjectivités. Et c'est très important que ça soit pénible. C'est très important qu'il y ait de l'aliénation. On pourrait faire aliénation et création aussi. C'est très important que pour créer une partie où on s'aliène un peu à une espèce de voilà, où il faut souffrir un peu, je veux dire, intellectuellement. Oui, c'est compliqué en fait de répondre. Je pense parce qu'il y a une ligne qui est très très fine et très floue entre garder cet esprit vraiment d'essayer de tenter les choses et de faire un produit final qui est bien ficelé et qui est qualitativement parlant vraiment bien fait. Et je pense que c'est facile de se perdre d'une côté à l'autre de cette ligne finalement. Si on reste trop vague, trop spontané, trop indirect, qui est facile et il y a une certaine réalité qui est très très riche là-dedans, mais qui serait éventuellement mal compris ou mal reçu. Et donc on le travaille, on le retravaille encore, et ça devient autre chose. Et tant que le processus reste authentiquement dans la recherche de quelque chose, ce produit final est le reflet quand même de cette spontanéité d'origine. Je ne sais pas si... Mais donc, voilà, donc le processus est super intéressant, mais je pense qu'il faut être en garde perpétuellement de ne pas tomber dans l'excès de la formalité et de la révision. Parce que c'est vraiment à ce moment-là où on peut perdre tout l'intérêt, quelque part, de faire quelque chose de nouvel et de riche. Mais, je pensais aussi qu'en fait, c'est le processus aussi qui fait que ces textes, la discussion de l'impôt devait se faire ainsi, ou doit se faire encore ainsi, parce que c'est m'être laissé à l'épreuve de l'interdisciplinarité. On est tous de champs différents, et donc quand tu lis le texte, tu n'as pas la même perception, ce qui demande, encore une fois, aux auteurs de revenir sur ce texte, de l'expliciter, pour que justement il soit le plus ouvert possible, ce qui par ailleurs donne les raisons pour lesquelles certains numéros trop spécifiques sur certaines questions ont été refusés. Donc l'ouverture est aussi marquée par cette nécessité de discussion et de revenir sur le texte pour peut-être expliciter des choses qui ne sont pas claires à certains, à des collègues de discipline. Moi j'ai aussi proposé un numéro par la suite avec une collègue de Bordeaux, Mariela Cosa, sur le plurilinguisme et l'héritage héritage culturel, identitaire, je ne sais plus trop le titre, je me rappelle plus trop, donc en 2018, et donc j'étais passée de l'autre côté à la discussion de l'avant-propos. Donc et je comprenais, elle me disait mais comment ça se fait, je comprends pas trop le fonctionnement. Je dis mais c'est comme ça, c'est comme ça que ça marche. Donc on a fait des allers-retours et j'ai pu entrevoir dans ces allers-retours la nécessité aussi d'expliciter certaines choses, par exemple au niveau de l'état de l'art, que pour nous était absolument acquise, mais qui ne l'était pas pour le comité en question. À l'époque, je pense qu'il n'y avait personne qui était en sociolinguistique ou en didactique, et donc, oui, il y avait des raisons pour lesquelles il fallait passer par ce stade-là aussi. Donc je pense que c'est aussi intéressant pour nous, pour ne pas tomber dans l'hyper-spécialité et rester plus ouvert à la discussion. Oui, parce que pour moi, essai, je ne l'associe pas du tout à spontanéité, en fait. Parce que pour revenir sur ce fameux avant-propos du numéro sur lequel on s'est cassé la tête et on y a passé énormément de temps et beaucoup d'heures, il y avait des concepts que je ne maîtrisais pas suffisamment et qu'effectivement ce temps-là d'écriture, réécriture, échange, discussion, relecture,
c'est clair que le produit, la dernière version était loin d'être spontanée, mais ceci dit, la première non plus. Et en fait, c'est cet approfondissement-là qui est nécessaire et qui, à mon sens, rejoint l'essai parce que ça oblige à repenser les choses en fait à nouveau frais ou à repenser les concepts. Il y a des mots qu'on utilise, qu'on ne réinterroge pas, et en fait, c'est tout ce temps-là qui nous oblige à conceptualiser davantage et à être plus au clair, à mon sens. Oui, alors en vous écoutant et lorsque Sandro parlait de cette forme sinueuse de l'essai, j'écoutais la description comme ça de la revue dans son ensemble et des quelques numéros que vous avez dirigés ou co-dirigés, et je me disais que les numéros sont aussi assez inégaux et j'étais en train de m'inquiéter de la forme du numéro que j'ai co-dirigé avec Myriam Métayer, le numéro 8, parce que dans mon souvenir, nous étions très fiers d'avoir un numéro, excusez-moi, qui, me semble-t-il, comportait 12 articles, donc un multiple de 3, on avait 4 articles par axe, comme par hasard. Nous avions aussi exactement le même nombre de contributeurs que de contributrices, comme par hasard. Nous avions aussi autant de Bordelais que de Français que d'étrangers, comme par hasard. Et en vous écoutant, je repense à la conception et à la composition de notre numéro, et je me dis, mais non, en fait, c'est... Voilà, si vous voulez faire un numéro fidèle à l'édito, ne faites pas comme le numéro 8. Bon, cela dit, je vous conseille pas. Vous voulez voter pour le numéro 8, tapez 8. En parlant du numéro 8, justement, je voulais insister un peu sur cette notion d'erreur qui est citée dans l'avant-propos, enfin, cette revendication d'un droit à l'erreur, et en fait sur lequel vous aviez rebondi et auquel vous avez consacré un numéro entier. C'est l'inspiration. Oui, mais alors moi je suis en train de décrire un numéro qui justement soit ne comporte aucune erreur, soit au contraire est une erreur par rapport à l'édito. Bon, on avait même prévu de diffuser, d'éditer un errata, les errata de toutes les erreurs, les fautes de frappe, tout ça qui composait le numéro sur l'erreur récréation. Mais ta question... Est-ce qu'il y avait un lien entre cette revendication initiale d'un droit à l'erreur dans l'écriture scientifique et de faire quelques années plus tard, parce que je ne sais plus l'année, pourtant j'y ai participé à celui-ci, mais quand est-ce que ça a été publié finalement 2016. Voilà. Donc entre ces, est-ce que ça part de vos réflexions d'origine ou finalement c'était pas vraiment... Comme ça a été dit jusqu'à présent, c'est un gros travail de gestation comme ça, un numéro. Je pense qu'on a commencé avec Myriam Métayer. Déjà, on a participé à des journées d'études sur l'erreur organisées par Sandy Pécastin. Oui. Nous étions invités à produire des contributions. Ensuite, on a diffusé un appel à contribution. Enfin, c'est un travail qui a duré presque une année. Ensuite, il y a eu une année supplémentaire de récolte des articles, de relecture. Mais moi, je tiens à souligner à quel point ça a été important, par exemple, et réjouissant de travailler à armes égales avec une maîtresse de conférence en histoire de l'art qui a toujours respecté une sorte d'horizontalité qui n'a jamais pris de haut. Et nous étions vraiment dans un échange d'égal à égal. Et ça, c'était vraiment une richesse qui apparaît dans beaucoup d'autres numéros, peut-être pas tout le temps, mais enfin, ce binôme entre un doctorant et un enseignant-chercheur confirmé, ça aussi, ça a été extrêmement formateur. Et en ce qui nous concerne, ça s'est extrêmement bien passé. Il n'y a pas eu de problème pour écrire... on nous avait demandé de concevoir le préambule, comment on appelle ça, l'avant-propos, pardon, comme un essai en quelque sorte, puisqu'on nous avait demandé de même titrer l'avant-propos, et ça s'est fait très naturellement. On s'est un peu pris la tête sur des formulations sur lesquelles on n'était pas d'accord, mais globalement ça allait. Mais ça a quand même duré 6 mois pour aussi définir ce que l'on entendait par l'erreur, puisque moi je partais plus dans une idée qui relevait de la fiction, de l'erreur intentionnelle, de la mise en erreur, enfin
C'était pas du tout la conviction de Myriam, et elle a réussi à me convaincre, mais sans force et avec réflexion. Elle a plutôt joué cette carte-là. Mais voilà, c'est un long travail, donc dire que, une fois de plus, la spontanéité est au cœur de l'œuvre, on peut l'espérer, mais elle peut apparaître sous différentes formes, je sais pas. Alors j'enchaîne avec autre chose, mais en t'écoutant, je pensais à votre numéro. Je me souviens pas si c'était le premier qui a opéré de cette manière-là, mais donc vous aviez publié un appel à contribution. Il n'est pas le fruit d'une journée d'études. Enfin, voilà, il y avait eu une journée d'études, mais les articles publiés ne sont pas directement tirés de la journée d'études. En tout cas, on est un certain nombre à avoir répondu à cet appel. C'était pas la même chose, mais peut-être que s'il n'y avait pas eu cette journée d'études, il n'y aurait pas eu un numéro comme ça. J'aime pas le mot inspiré, parce que les historiens de l'art toujours disent inspiration, comme si ça venait. Bon, donc c'est pas réellement ça. Enfin, un jeu d'influence, ça on peut pas le dire, mais même à l'époque, on n'était pas les seuls. En tout cas, dans le processus, c'était quand même pas une publication d'actes ou de textes tirés de journées d'études, c'était vraiment un appel à contribution. Ouais, je dois même dire, puisqu'on est entre nous, on peut parler franchement, l'idée que ça puisse systématiquement servir à des comptes rendus de colloques, je ne sais plus comment on appelle ça, enfin, des actes de colloques, Myriam et moi, ça nous déplaisait, parce que une revue, c'est une revue, et c'est pas des actes de colloque, et souvent, c'était une période justement pendant laquelle on a refusé quelques propositions, parce que c'était systématiquement, et puis il y avait des équipes comme ça qui estimaient que de droit, la revue de l'école doctorale devait publier les actes de colloque, et ça a été un acte signifiant de notre part. Oui, c'est exactement ça dont je voulais qu'on discute, et notamment du positionnement que vous avez pu avoir au tout début, au moment de la genèse, là-dessus. Comment ça s'est passé? Est-ce que tout de suite vous avez eu des propositions justement venant de journées d'études organisées au sein de l'université et donc de numéros presque prêts, presque clés en main, ou vous avez eu des discussions sur non, ça va être une revue justement avec des appels? Est-ce que ce débat est venu plus tard? C'est très vite devenu justement pas des actes de colloque, mais enfin ça venait de journées d'études, mais Myriam et moi on avait quand même fait le choix d'un appel à contribution comme ça, dans le souci de retrouver les racines. C'était notre interprétation. Mais voilà, chaque comité de direction d'édition, comme ça, a sa propre lecture du texte. On l'interprète à notre manière. Est-ce que, avant les numéros qui précèdent, est-ce qu'il y en a eu d'autres sur ce format-là? Je pense que Marche de l'humain, par exemple. Ouais. Ah oui, voilà. Moi, j'ai un souvenir rapide avec ça, c'est que je me souviens qu'au début, pour assembler des textes dans le numéro Varia, le numéro 1, il y avait presque une pénurie de textes. Il y avait qui va oser. Enfin, on avait besoin d'aller chercher les auteurs, les autrices. C'est-à-dire, il y avait presque ce côté. C'est quoi cette revue? Du coup, je sais pas si je donne un texte. Et puis en fait, assez vite, moi dans mon souvenir, je sais pas, je mélange un peu, mais j'ai l'impression qu'assez vite, le succès de cette forme un peu nouvelle a fait que ça devenait, entre guillemets, bankable, et que du coup c'était un peu un espace où les uns et les autres pouvaient vouloir venir dire « Ah, et mon colloque, est-ce qu'il pourrait être là ?» C'est un peu l'image que j'ai gardée. C'est un peu grossier. Oui, peut-être oui. Je pense qu'on n'a pas... Mais à mon sens, la revue Essai s'est défendue. Enfin, elle a gardé son identité là-dedans. Là, il faut dire que je peux ajouter un mot pour... Justement, je pense que c'est pas un parcours linéaire de ce point de vue. Donc, il y a des bons numéros et des moins bons numéros. Il faut l'accepter. C'est justement dans la logique même d'une revue, d'accord? Et je pense qu'on n'a pas tout le temps respecté. C'est-à-dire, peut-être Isabelle m'en va contredire. Je pense qu'en effet, on a été souvent tenté par l'idée de publier. C'est-à-dire, on a été quand même sollicité, donc publier des actes. Et parfois, on l'a fait, je pense. Il faut aussi faire du mea culpa. Je pense qu'on l'a fait. Mais on a assez rapidement introduit la règle selon laquelle, effectivement, ça ne pouvait pas être. Comme ça, au moins, ça ne pouvait pas être automatique. Et qu'il y avait un vrai travail de rumination
donc, qui permettrait ensuite donc, de publier quelque chose. Et ce n'était pas automatique. Je pense que ça a été quelque chose qu'on a acquis, parce que c'est vrai qu'au début, il y avait une forme d'anxiété qui était celle donc, du vide, en gros, et de devoir publier, donner naissance à quelque chose. Et donc, il y avait une anxiété justement de publier donc, quelque chose, d'avoir de la matière pour publier. Mais voilà, on s'est rendu compte après, donc c'était disproportionné, qu'on avait des propositions, qu'on pouvait faire autre chose. Voilà. Mais je pense que voilà, ça a été inégal. Et si on regarde donc les 27 numéros, c'est inégal. Je dirais que chacun a son appréciation. Hein, mais il y a sûrement des hauts, des bas, comme c'est normal. Quoi, hein, voilà. Mais globalement, je pense qu'on a respecté la règle. On peut ajouter que c'était pas tout à fait des actes de colloque, parce que c'était issu des CID. Séminaires interdisciplinaires doctoraux. Donc c'était déjà des chercheurs qui s'étaient rassemblés de disciplines différentes. Donc ça, je crois que, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais je crois qu'aucun numéro n'est monodisciplinaire. Non. Donc c'est forcément pas des actes de colloque, parce que les colloques ne sont pas pluris, et encore moins, enfin très peu, disons, pluris. J'ajoute aussi qu'on avait un petit modèle quand même. C'est la revue Tracé de l'école normale supérieure de Lyon. Donc on n'est pas tout à fait parti de zéro. Ça me revenait en vous écoutant. Et ça n'enlève rien à Essai, mais c'est différent, mais c'est aussi l'idée que ça pouvait fonctionner. Voilà. Avec des chercheurs de différents horizons avaient déjà trouvé à s'éditer ensemble. Et je m'excuse de dire cela, mais peut-être qu'il est temps de donner la parole au public. S'il y avait des questions. Oui. 5 ou 10 minutes de questions. Peut-être on va passer. Oui, peut-être on peut ouvrir le dialogue avec. Alors oui, donc on vous passe la parole peut-être pour rebondir sur tout ce qui a été dit ou ouvrir à d'autres thématiques qu'on n'a pas abordées encore. Merci. Alors déjà, je voulais vous remercier pour l'héritage que vous nous avez laissé, parce que du coup, c'est un bel héritage. Et je voulais vous demander, donc, justement, sur cette thématique, qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui, d'avoir fondé une revue, quel héritage ça vous a laissé, la revue ici? Merci. Bonne question. On peut faire comme pendant la tête, on pose une question et on répond. Maintenant, on est bien à fond. Ok. Moi, c'est une question très intéressée. C'est en prévision de la dernière table ronde. Je voulais savoir, à l'origine, dans votre travail de fondation, comment vous définissiez la notion d'interdisciplinarité, quelque part, et puis, pour préciser ça, aussi la question de l'échelle de l'interdisciplinarité, parce que quand vous avez cité les différentes disciplines, enfin avec la citation sur l'indiscipline du mail de Bertrand tout à l'heure, les disciplines c'était art, lettres, SHS. Et langue. Et langue, pardon. Ce qui est un ensemble de disciplines relativement restreint, pourrait-on dire. Et donc voilà, c'est cette question aussi de l'extension que vous donniez à cette notion d'interdisciplinarité. Merci. Moi, je peux répondre un peu à la première, déjà, en disant que moi, ce que ça m'a permis, et ce que ça me permet aujourd'hui, c'est d'être sollicité. Je sollicite personne, parce que je suis très désabusée, donc je sollicite aucune revue, moi, maintenant. Mais on me sollicite pour relire des articles, par exemple, ou pour, par exemple, faire une recension, parce qu'on estime que je suis spécialiste de ce sujet, donc je fais la recension d'un livre. Et on me dit souvent que comme j'ai une expérience éditoriale, on va pas trop me faire chier. La revue Cléo, là, ils m'ont dit, comme vous avez cette expérience de la revue Essai, on vous laisse libre la forme. C'était étonnant d'ailleurs. Donc ça permet en fait, après voilà, l'héritage, je veux dire, des pratiques, donc quelque chose de très concret. Après, je pense que l'héritage intellectuel, tout ça, on n'en a pas bien parlé. Je pense que c'était peut-être ça ta question. Oui, c'était ça à titre personnel et qu'est-ce que vous en avez tiré professionnellement? Voilà, moi professionnellement, ça m'a permis ça. Et par exemple, des recensions,
au début, moi, je comprenais pas ce que c'était une recension. Je disais, mais comment... C'était un exercice que j'avais du mal à faire. Donc du coup, je méprisais un peu ça parce que j'avais du mal à le faire. Et comme j'avais cette pratique de les lire et tout ça, puis je me disais, finalement, c'est pas mal. Hein, comme il fallait les lire et tout ça, c'est bien quand même, hein, voir, c'est bien écrit. Enfin, et du coup, je me retrouvais à vouloir lire le bouquin, quoi, qui n'était pas de ma discipline, enfin. Et j'ai appris à faire des recensions en lisant les recensions d'essais. Enfin, je veux dire, c'est... et aussi, après, de lire, de devoir lire. Cette ateliers de lecture aussi nous forçait à lire beaucoup. Et de devoir lire les articles des camarades, je pense à... Là, j'ai le numéro 2, mais j'ai lu l'article de Bertrand... j'ai eu beaucoup de mal à comprendre tout, mais c'était une grande richesse pour moi, donc ça m'a permis de poser des questions et de m'interroger. Et ça revient à la question d'interdisciplinarité. Mais je crois qu'on va la réserver tout à l'heure, ouais. Parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on en parlera plus tard. Voilà. Il faut la garder pour tout à l'heure. Donc peut-être... c'est le thème de la table. La question que tu posais sur ce qu'on en tire aujourd'hui personnellement et professionnellement. Non, mais sur l'héritage, peut-être intéressant, parce que c'est vraiment. Ça, je pense que c'est vraiment une question. Vraiment d'une manière très rapide et très pragmatique. Ça a vraiment influencé les activités professionnelles par la suite. Par exemple, le dernier ouvrage que j'ai co-dirigé aux éditions Polytechnique, c'était l'un des premiers ouvrages vraiment pluridisciplinaires, interdisciplinaires, sur les questions identitaires, mais vraiment vu de plusieurs angles, plusieurs spécialités. Et j'étais en fait préparé à argumenter cette ligne éditoriale grâce notamment à cette expérience-là. C'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose d'une grande qualité intellectuelle, analytique, comme on veut, mais pluridisciplinaire. Et au début, ils étaient assez réticents à cette idée, même que, encore une fois, très pragmatique, mais depuis quelques mois, j'ai pris la tête de la revue Livres de Climas. Et vraiment, là, je suis en train de modifier légèrement la ligne éditoriale pour dire que par rapport à la discussion de tout à l'heure, non, ça ne va pas être juste le produit d'une suite de journées d'études ou de colloques, qu'on peut le voir différemment et qu'on peut faire participer d'autres personnes avec d'autres formes d'écriture qui ne sont pas forcément dans la ligne pure d'articles scientifiques, entre guillemets. Donc, pour moi, c'était, comme je dis tout à l'heure, c'était vraiment une force majeure dans ma formation intellectuelle et professionnelle. Que non, on peut faire des choses différemment et réussir. Donc. Toujours sur l'héritage, peut-être? Oui, moi je voulais juste ajouter une chose. Je pense qu'il y a eu pour nous aussi une forme de formation par la recherche qu'on a héritée, une sorte de transmission maintenant pour nous aussi, parce qu'on est en poste. Donc moi, par exemple, j'ai soutenu mon HDR en juillet. Et j'ai parlé de l'expérience essai parce que c'était pour moi extrêmement enrichissant et c'est quelque chose que j'ai essayé aussi de transmettre à mes doctorants. L'idée, par exemple, de continuer de poursuivre le travail sur la méthodologie de la recherche de manière interdisciplinaire a nourri mes pratiques et c'est pour moi c'est quelque chose qui ne pourrait pas être autrement maintenant. Donc ça a évolué naturellement au fil du temps. Mais c'était extrêmement important de garder toujours à l'esprit cette idée de formation par la recherche, que ce soit dans les cours ou dans la formation des doctorants. Donc pour moi, il y a eu vraiment une véritable transmission. Je pense que c'était toi qui avais parlé de transmission, je ne sais plus, j'ai entendu ce mot, mais ça, je dis merci, c'est ce mot qui est aussi important pour moi. L'héritage de l'opinion, en fait. Oui, alors sur l'héritage, donc moi à titre personnel, j'ai eu l'opportunité d'organiser une exposition au CAPC sur des livres d'artistes. Et si vous voulez, ces livres d'artistes qui étaient plutôt... Donc ça a été au CAPC dans un premier temps et au centre des livres d'artistes dans un second temps. Et mon expérience dans l'édition m'a permis de mettre en place l'édition de facsimilés des livres qui étaient exposés, puisque comme ce sont des livres d'artistes, qu'ils sont rares, fragiles, et qu'ils sont présentés sous les vitrines, il a bien fallu quand même que les spectateurs, les visiteurs, puissent consulter les livres, et donc c'était impossible. Donc avec mon collaborateur, nous avions édité des facsimilés, soit de notre manuscrit, soit de ces livres anciens avec des... Quand je dis anciens, c'est les années 60. 1960. Et voilà mon rapport à l'édition encore aujourd'hui, je le dois à l'héritage des essais.
Moi, je peux dire un tout petit mot sur cette question d'héritage. Ouais. Oui. Enfin, je rejoins tout ce qui vient d'être dit et je pense qu'on a tous à peu près. Mais je voulais insister aussi sur un héritage peut-être plus concret et aussi à destination des doctorants qui veulent rejoindre la revue. Moi, je pense que je dois énormément à la revue. Enfin, je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, mais je pense que mon parcours par la suite doit beaucoup à cette expérience-là. Et sur des choses même beaucoup plus concrètes, la prise de parole devant ses pairs, le fait de justement devoir tenir des positions parfois qui vont à l'encontre de ce que le reste de l'audience pense, d'affirmer des choses, de savoir s'affirmer, s'assumer aussi en tant que chercheur. Moi, j'ai beaucoup appris dans ce contexte-là. Et après, je pensais à autre chose. Je pensais aussi au collectif qui se crée dans la revue. En fait, ces comités éditoriaux là qui se sont succédés un petit peu, et on voit que les générations se renouvellent au fur et à mesure. Pour moi, ça a été, c'est complètement cheesy ce que je vais dire, mais c'était une famille en fait. C'était vraiment, c'était une école dans l'école. C'est les gens avec qui je me suis formée. J'ai appris énormément de choses par les gens avec qui j'étais dans le comité. Comme on disait tout à l'heure, c'est des gens qui m'ont fait passer des soutenances blanches pour ma thèse, pour les entretiens ensuite d'embauche. C'est eux qui m'ont appris toute la vulgate universitaire, pour reprendre un terme d'une formation qui se pratiquait à l'école doctorale à ce moment-là. Enfin, est-ce que c'était les qualifications, tout ça? Moi, je connaissais pas ça quand j'ai débarqué. Et en fait, je l'ai beaucoup appris au sein du comité. Enfin, parmi les membres du comité. Cette affirmation de soi dont tu parles, elle est toujours, je l'espère en tout cas, elle était sans arrogance. Une arrogance que parfois on croise dans le milieu universitaire. Et là, on était vraiment dans un échange horizontal. C'est un mot qui n'arrête pas de revenir dans nos discussions depuis ce matin. Mais il y avait cet esprit humaniste de l'écoute, de l'échange, de la remise en question des concepts les plus fondateurs de nos propres disciplines. Et il n'y avait pas, voilà, on s'affirme, ça nous a permis de nous affirmer, voilà, mais sans l'arrogance que l'on voit malheureusement trop souvent dans nos vies. Je crois qu'il faut conclure là-dessus. Merci beaucoup.